Donc, bienvenue à notre troisième cours d'INF 1256. Aujourd'hui, on va regarder le principe de fonction. Donc, jusqu'à présent, on avait travaillé avec des scripts qu'on exécutait. Donc, à chaque fois qu'on voulait avoir un nouveau programme, une nouvelle fonctionnalité, on voulait créer un nouveau projet dans Replit, un nouveau script main.py, puis à l'intérieur, on écrivait le code qui allait s'exécuter de manière séquentielle, de manière procédurale. On avait vu après ça les différentes structures de contrôle, donc les structures de contrôle conditionnelles, plus communément appelées les if ou les si, qui me permettaient de sauter certaines instructions. Et on avait vu aussi les différentes boucles, le while et le for, qui allaient me permettre de répéter, donc de réitérer les mêmes instructions. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le principe de quand j'ai ces différents éléments-là et que je veux construire quelque chose qui va être réutilisable facilement. Donc, comment je fais pour avoir un calcul mathématique quelconque, puis que ce calcul mathématique-là, je suis capable de le réutiliser plusieurs fois à différents endroits dans mon code pour être capable de régler des problèmes de plus en plus complexes. Donc, la prémisse des fonctions, c'est d'être une série d'instructions que je vais déclarer à un endroit, mais qui ne sera pas exécutée immédiatement. Okay? Donc, c'est un peu une recette que je mets de côté. Puis, une fois que j'ai cette recette-là, je peux l'invoquer, je peux l'appeler à n'importe quel moment pour être capable de travailler puis d'envoyer ces instructions-là dans mon programme. En fait, on a déjà utilisé des fonctions, puis juste implicitement, vous savez c'est quoi des fonctions. Donc, quand je suis sur, mettons, une calculatrice quelconque, on sait qu'on peut utiliser des opérations arithmétiques, comme 3 plus 5, ça va bien. Une fois qu'on a ça, on peut regarder d'autres éléments où, si je commence à écrire 0.12, je ne sais pas s'il va l'importer automatiquement. Ouais, non, ça, en ce moment, il n'a pas le signe. Mais si j'écrivais ça sur ma calculatrice, en tout cas, si je l'écris, mettons, dans Google, juste pour prouver le principe, on peut voir ici que Google il est conscient de cette information-là, puis il va être capable d'utiliser le sin en sachant qu'il est en train de calculer 0.12 radians, puis prendre la réponse de ce sinus-là dans mon équation. Donc, juste quand on utilisait des fonctions arithmétiques, on sait un peu comment ça va marcher. Tu as le nom, tu as des parenthèses, puis à l'intérieur, on va voir qu'on a des paramètres d'entrée. Fait que, on a déjà utilisé des fonctions, en fait. Donc, quand on a le nom de quelque chose, des parenthèses, puis après ça, du texte, ben, c'est une fonction. Fait que, quand on utilisait le print est une fonction qui va prendre comme paramètre, comme indicateur, le message « Allô ». OK? Oui, je sais, on est deux personnes à l'intérieur, puis malheureusement, les deux sont en train de donner des cours, fait que je vais essayer de me mettre plus proche. Attends, je vais baisser mon micro. Comme ça, on va essayer de la mettre le plus bas possible. Donc, c'est malheureusement la vie de la COVID. Donc, on a nos différentes fonctions, puis on va être capable de les utiliser. Donc là, le but, c'est on a différentes fonctions qui existent déjà. Fait qu'on va être capable de vouloir décrire nos propres fonctions, puis de les utiliser dans nos différents programmes. Fait que ce qu'on va voir ce soir, c'est comment développer nos propres fonctions, être capable de les utiliser par la suite, puis voir c'est quoi les règles spéciales qui viennent avec tout ça. Donc, si on commence, on va aller regarder la présentation d'une fonction minimale. Donc, le principe d'une fonction, comme j'ai dit, c'est comme une recette que je peux invoquer plus tard dans mon programme.
Fait que pour être capable de faire ça, il faut premièrement que je crée la recette. Okay? Donc, on va appeler ça une définition d'une fonction. Donc, la définition de la fonction se fait au début de notre script, mais cette fonction-là ne sera pas directement exécutée, ne sera pas directement appelée quand on va faire la définition. Donc, on va ici avoir le texte par défaut. Donc, on a le mot-clé def qui permet de définir une fonction. On a ensuite un identificateur, hein, donc c'est comme un nom de variable. On a des lettres, des chiffres, il faut que ça commence avec une lettre. Puis, à l'intérieur, on a les différents des parenthèses, donc c'est roux puis qui ferme, puis des 2 points. On va voir qu'on peut mettre des choses à l'intérieur ici, mais pour l'instant, on n'ira pas là. Ce qu'on peut avoir ensuite, qui est important, c'est on a le 2 points ici, un peu comme une structure de contrôle, donc comme le if, comme le while, comme le for. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est qu'il faut avoir une indentation après ces 2 points-là pour être capable de définir qu'est-ce qui appartient à la fonction puis qu'est-ce qui n'appartient pas à la fonction. Fait qu'à partir de là, je peux commencer à écrire des choses. OK, on a un premier print, un deuxième print. Puis, une fois que j'ai terminé avec ma fonction, je vais pouvoir enlever l'indentation. Fait qu'en ce moment, j'ai une fonction qui s'appelle ma fonction. Donc, c'est pas très intéressant comme nom de fonction ici dans un contexte d'apprentissage académique. Puis à partir de là, on a plusieurs instructions qui print hello, print salut, puis après ça, la fonction hide. Donc, après ça, quand je vais vouloir appeler cette fonction-là, quand je vais vouloir l'utiliser, ben, je vais utiliser la syntaxe qu'on a déjà vue. Donc, je vais utiliser le nom de la fonction avec ses parenthèses, puis ça devrait utiliser la fonction. Fait qu'ici, qu'est-ce qui est intéressant? On va avoir des prints juste pour voir qu'on est entre le début et la fin de mon programme. Puis après ça, je peux invoquer ma fonction. Fait que si je regarde ici, on a le début. Donc on peut voir ici premièrement que le premier print, ça va être celui qui dit début. Pourquoi? Parce que quand j'ai écrit ça ici, même si c'était au début de mon script, c'est juste une définition, c'est juste une recette. Ça ne sera pas exécuté immédiatement. Donc, ça fait en sorte que c'est juste quand je commence la partie de mon script normal qui va commencer à exécuter. Quand j'exécute la fonction, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il prend une pause ici, puis en fait, il va remonter dans ma fonction, puis il va aller exécuter chacune des instructions de la fonction. Fait qu'on peut voir le hello, on peut voir le salut, puis une fois qu'il est terminé, il va revenir où c'est qu'il était pour continuer les instructions habituelles. Donc, le principe de la fonction, c'est que ça prend une pause du programme principal, du script principal, ça va aller faire toutes les instructions, puis ça va revenir où c'est que c'était, continuer normalement. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que une fois que j'ai ce moule-là, une fois que j'ai cette définition de fonction-là, je peux la réutiliser autant de fois que je veux dans mon script. Fait que si je réappelle ma fonction plein de fois, on a ici un dernier vrai fin. OK. Donc, ici, on a un exemple. On a plusieurs appels de ma fonction. Puis, on peut voir qu'on a le début, un premier appel qui est celui à la ligne 6. On a la fin qui est à la ligne 7. Puis, on a les deux appels de la ligne 8 et 9. Puis, ici, j'ai une question de Mathieu qui me dit, est-ce que je peux envoyer quelque chose, est-ce que je peux écrire quelque chose dans les parenthèses
On va pouvoir, mais en ce moment, il va falloir rajouter des choses à notre déclaration de fonction, notre définition de fonction qui est ici. Puis en ce moment, elle est créée pour ne prendre rien entre les parenthèses. Donc, oui, on va pouvoir créer des fonctions qui vont avoir ce qu'on appelle des paramètres d'entrée, un peu comme quand on utilise sin, mettons. Mais pour l'instant, ma première fonction que j'ai créée ici n'est pas configurée pour ça, donc n'est pas capable de gérer ça. Fait que on a notre premier principe. Évidemment, je suis capable d'avoir plusieurs définitions de différentes fonctions. Fait que on va avoir une autre fonction ici. On va mettre les 2 points. OK, texte. OK. Donc, on a ici un exemple où j'ai plusieurs définitions de fonctions. Puis, après ça, on va avoir différents appels. En fait, 5 éléments. Ils vont travailler avec ça. Fait que, si on reprend ici, puis juste pour encore mieux représenter ça, on va utiliser ça à l'envers. Parfait. Fait qu'avec ça, ça nous démontre bien. Je commence. J'ai mon texte de début. Ensuite, j'invoque autre fonction qui va exécuter les instructions à l'intérieur de l'autre fonction, qui va revenir où c'est qu'il était. Il imprime la fin. Il imprime la fin. Il imprime qu'est-ce qu'il y a dans ma fonction. Donc, on a le Allô, salut. Puis, on a la vraie fin qui est indiquée ici. Donc, on peut voir ici que le principe de fonction est un élément intéressant parce que ça nous permet d'avoir quelque chose qui peut être répété. Fait que une fois qu'on a ce principe-là en marche, on va regarder c'est quoi les mécanismes de transfert d'informations avec des fonctions. Fait que le premier qu'on va regarder, c'est le principe de paramètres d'entrée. Donc, c'est là, justement, Mathieu, qu'on va pouvoir répondre à ta question. Ben, enfin, on va démontrer comment répondre à ta question pour avoir des fonctions qui vont recevoir des informations. Donc, comment je fais pour avoir ça? Je m'écris une autre fonction. Ici. OK, donc on a le nom de la fonction. Puis, à l'intérieur, on va avoir un élément quelconque. Donc, on va mettre un identificateur à l'intérieur des parenthèses. À partir de là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ce que j'ai reçu en paramètre comme si c'était une variable qui a déjà été déclarée, puis une variable qui a déjà eu de l'information à l'intérieur. Donc, encore une fois, on a le principe de j'ai de def, j'ai le nom de la fonction, puis à l'intérieur des parenthèses, je mets le nom d'un identificateur, comme si c'était une variable. Puis après ça, je commence à utiliser ce paramètre d'entrée-là comme si c'était une variable qui avait déjà eu de l'information à l'intérieur. Mais en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que valeur va avoir. Là, pour utiliser ça, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que si j'essaie d'utiliser la fonction directement, ça ne fonctionne pas. Fait que si je regarde ici, donc j'ai une erreur. Okay, quand j'essaie de s'afficher double tout seul, ça dit j'ai besoin d'un argument, okay, c'est ça en anglais argument, en français c'est paramètre. Fait que j'ai besoin d'une valeur. Donc en ce moment, c'est comme si j'avais essayé d'écrire sin parenthèse parenthèse. Donc sin parenthèse parenthèse, ça fait aucun sens. Parce que c'est comme tu es supposé calculer le sin de quoi là. Tu m'as pas donné l'information, donc je ne suis pas capable de travailler avec ce que tu m'as donné. Donc, de la même manière qu'avec sin, on a pu envoyer une information, on va être capable d'envoyer une information qui va être transférée à la valeur.
durant l'exécution. Donc, le 23 ici va être assigné à valeur et quand on va faire le print, ben, on va ici avoir le double de la valeur. Donc, quand j'exécute ça, je peux voir ici, j'ai le début, j'ai ma fin, puis qu'est-ce qui arrive à l'intérieur du affiche double? On a le print du double de la valeur. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je peux évidemment avoir différents appels, puis les différents appels peuvent avoir différentes valeurs. Puis à partir de là, on gère la valeur de manière différente. Une autre chose qui est intéressante, c'est que ce qu'on envoie, ça va être une expression. Donc on a vu le principe d'expression, c'est n'importe quoi qui va donner une réponse finale. Donc si j'essaye d'avoir, mettons, le x est égal à 10, je peux directement envoyer x, puis à ce point-là, ça va prendre la valeur qui est égale à 10, puis lui va être doublé. Donc là, on peut commencer à voir comment est-ce que ça devient intéressant d'avoir des blocs réutilisables pour calculer des choses précises. OK? Donc, ça va être plus précis. OK? On va plus facilement pouvoir le tester. Puis, ça va être un petit élément qui va être simple. Donc, Mathieu a une question ici, la valeur. Est-ce que c'est limité au type? Donc, non, aucunement. La valeur peut être n'importe quoi. Puis, ça va être comme si tu l'avais envoyé là. Donc, ici, on peut avoir, mettons, un... Ici, on va avoir le print, puis on va dire bonjour, prénom, nom, comme ça. Puis à partir de là, je peux très bien appeler et voilà. Excellent. Donc, on va voir la salutation. Puis on peut voir ici que le type du paramètre est aucunement important. Donc, je peux envoyer n'importe quel type. Lui, il va le traiter comme si ça avait été envoyé. OK, il n'y a pas de typage statique comme dans d'autres langages de programmation. Donc, ici, un autre élément qu'on a pu voir, c'est si j'ai besoin de plusieurs paramètres d'entrée. Donc, si j'ai différents éléments à envoyer, que ce soit du texte, des valeurs booléennes, des numéros, donc je peux délimiter les différents paramètres avec une virgule. Donc, je mets différents identificateurs à l'intérieur. Puis à partir de là, quand je vais utiliser la fonction, on va être capable de envoyer plusieurs paramètres en les délimitant encore une fois avec une virgule. En fait, cette connaissance-là était devenue implicite parce que juste avec le print, on avait déjà commencé à utiliser la virgule pour délimiter les différents paramètres. On le savait déjà. Je vous apprends des choses qu'on avait déjà vues. Parfait. Fait que ça, c'est notre premier mécanisme pour être capable de envoyer de l'information à notre fonction. La deuxième mécanique, ça va être la mécanique pour retourner une réponse, pour être capable de faire sortir de l'information de la fonction. Donc, on a le principe de paramètre d'entrée, mais en ce moment, j'ai comme pris un raccourci qu'on va voir qui n'est pas la bonne chose à faire ultimement. Mais on va... Ici, j'ai utilisé juste des prints à l'intérieur de mes différents éléments. Mais ça fait en sorte que je ne peux pas utiliser facilement cet élément-là. Fait que, mettons, ici, j'ai besoin d'avoir une sommation. Bon, c'est pas vraiment une bonne fonction, là, mais ici, c'est juste pour démontrer le principe. Donc, je veux la sommation de deux éléments. OK. Puis là, en ce moment, ce que j'aurais, c'est print A plus B. OK. Fait que là, ici,
si je reprends ça, puis j'essaye ma sommation 3, 5, parfait. Fait que je peux voir que ça quand même prend les éléments, ça les additionne, puis après ça, ça fait le print de l'élément. Mais là, qu'est-ce qui arrive si dans mon programme principal, j'aurais besoin de sauvegarder cet élément-là? Donc, j'aurais besoin de le sauvegarder, puis de l'imprimer par la suite. Mettons, je veux l'additionner de 10. Okay, donc, j'aimerais savoir le résultat de cette affaire-là. Donc, j'ai fait une fonction de sommation, que son but, c'est d'additionner A et B. Mais là, j'aimerais ça recevoir le résultat de ça, pour être capable de l'assigner quelque part. En ce moment, ça ne marche pas. OK, parce que la fonction sommation, en ce moment, ne retourne à rien. Donc, on va avoir le principe de retour qui est important quand on travaille avec les fonctions. Le principe de retour, c'est de dire quand la fonction a besoin d'avoir une réponse, quand j'ai besoin de renvoyer une information, quand j'ai besoin d'utiliser le résultat. Donc, on va se garder dans la syntaxe de l'informatique, puis on va nommer ça le retour. Donc, les fonctions vont avoir des retours que je vais pouvoir utiliser dans d'autres programmes. Donc, pour être capable d'avoir un retour, il faut utiliser le mot-clé return qui va m'indiquer, hey, à cet endroit-là, voici le résultat qui devrait être utilisé comme réponse. Fait qu'ici, à la place du print, on va avoir un return qui va me retourner le A plus B. Donc, on va prendre le résultat ici de A plus B, puis on va dire voici le retour, voici le résultat, voici la réponse à ma fonction. Donc, si je reprends le même code, puis que je l'exécute ce coup-ci, si on met juste le val tout seul, je peux voir ici que la sommation, okay, va avoir le val assigné à l'intérieur. Puis après ça, on va avoir l'affichage du dival. Donc, on va être capable d'avoir le résultat de ça, puis l'utiliser ici. En fait, qu'est-ce qui est encore plus intéressant avec les retours, c'est que quand j'utilise une fonction qui a un retour dans une expression, donc ici, on avait vu que ça c'est une assignation, hein, donc on a le égal, à gauche on a l'identificateur dans lequel la valeur va être assignée, puis dans la partie de droite, on a l'expression qui va être assignée à l'intérieur. Mais l'expression, c'est n'importe quoi qui va ultimement me donner une valeur. Donc, je peux ici rajouter d'autres éléments, de la même manière que tantôt j'avais fait sin de .12 plus 5. Mais là, ici, je vais prendre le résultat de ça, puis je vais faire plus 10. Donc, on peut voir ici, ça me donne 18. Qu'est-ce qui est intéressant, donc, c'est que quand j'utilise une fonction qui a un retour à l'intérieur d'une expression, le retour de la fonction va prendre la place de l'appel. Donc, quand on utilise une fonction ici, on appelle ça un appel de fonction. Donc, en ce moment, j'appelle la fonction sommation, puis l'appel de la fonction va être remplacé. Donc, quand ça l'exécute, pour de vrai, ça va l'exécuter. Puis là, ça va prendre le 8, puis ça va continuer avec ça. Ça va faire le 8 plus 10, ça va donner 18. C'est ça qui va être assigné à val, puis après ça, c'est val qui va être affiché. Donc, la fonction peut être utilisée n'importe où c'est qu'il y a une expression quand cette fonction-là a un retour. Parfait. Fait que ici, on est limité, par exemple, avec les fonctions, avec les retours de fonctions, on ne peut retourner qu'une seule valeur. On va voir un petit peu plus tard comment contourner ou en fait comment retravailler autour de cette limitation-là. Mais pour l'instant, le principe, c'est qu'on ne peut retourner qu'une seule réponse. Maintenant qu'on sait ça, on va revenir ici à notre premier qui va parler de
comment est-ce que ça marche les fonctions? Donc, le principe d'une fonction, habituellement, ça va être de faire un calcul habituellement de nature mathématique pour résoudre un problème qui peut être réutilisé. Donc, ici, on va essayer de limiter le plus possible l'interaction avec l'utilisateur. Ça veut dire que, contrairement au script, on limite le plus possible l'utilisation de input et de print à l'intérieur de fonctions. Donc, quand on est en train d'écrire des fonctions, à moins que ça soit expressément demandé, donc quand c'est expressément demandé, soit quand on demande une saisie, on peut utiliser le input, quand on demande de l'affichage, on peut utiliser le print, mais par défaut, le principe, c'est de dire la fonction devrait avoir besoin seulement des paramètres d'entrée, puis va seulement retourner une valeur. Donc, il n'y aura pas d'affichage, il n'y aura pas de input dans des fonctions dans 99% du temps. Donc, si vous êtes en train d'écrire une fonction, puis qu'à l'intérieur de la fonction, vous avez des inputs puis des prints, posez-vous des sérieuses questions. Fait qu'habituellement, ce qui va se passer, ça va être dans notre partie de script. Donc, dans la fonction, mettons ici de sommation, j'ai tous les éléments pertinents. Puis là, j'aimerais ça faire un script qui l'utilise. Habituellement, les différentes fonctions d'utilisateur, des fonctions d'affichage, des fonctions de saisie, vont être dans la partie du script. Fait qu'ici, je pourrais avoir un input qui va avoir OK. Puis après ça, on a le deuxième input qui va être la valeur de B. Puis à partir de ça, on va être capable de prendre les deux informations, travailler avec le val, puis après ça, on va pouvoir l'afficher. Donc ça ici, dans la partie de script, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir du dynamisme, ça nous permet de tester nos différentes fonctions. Donc là, quand je le roule, c'est là que je peux écrire mes différents éléments. OK? Puis, on peut voir que ça ne me donne pas la bonne réponse. Fait que là, ici, j'ai fait une erreur facile et tangible. Puis, c'est un exemple des qu'il faut faire justement attention aux différents types qui se passent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de pourquoi est-ce que ça ne m'a pas donné 9? Excellent. Claudia a eu la bonne réponse. Donc, il faut faire attention. Le input par défaut. Donc, c'est pas rien de A ou B ici, c'est juste du texte. Oh. Je ne voulais pas cliquer là-dessus. Donc, la problématique ici, c'était... Donc, le principe ici, c'est que je fais le A plus B. Tout ça, ça fonctionne. Mais la problématique, c'est que le input par défaut va saisir une valeur qui est un string de type str. Donc, ça va prendre le texte 3 puis le texte 6. Puis quand on a du texte plus du texte, ça concatène le texte. Fait que ça fait 3, 6. Plutôt que la valeur 3 puis la valeur 6 qui serait additionnée de manière mathématique. Donc, pour forcer le type, on peut ici mettre effectivement int ou float. Fait que on met le int ici. On a 3. On a 5. Puis là, on peut voir que c'est maintenant du bon type. C'est capable d'être additionné de manière arithmétique. Puis on est content. Donc, un autre élément important quand on travaille avec les fonctions, ça va être une fois que tu l'as écrit, tu penses que c'est bon, tant mieux. Tu veux essayer de la tester pour être capable de travailler avec puis t'assurer de la fonctionnalité. Parfait. Fait que on est capable de travailler avec les fonctions, les déclarer,
on est capable de les appeler, on est capable d'envoyer des paramètres, puis on est capable de recueillir les différents retours. On a vu les principes, les nouveaux concepts, la nouvelle syntaxe. Là, on va les regarder comme l'extra qui vient avec. Premièrement, on va aller regarder le principe d'un en-tête de fonction. Donc, le principe d'un en-tête, ça va être pour décrire qu'est-ce que la fonction va essayer de faire. Donc, l'en-tête de la fonction se décrit en commentaires. Donc, dans les commentaires, on avait vu qu'on peut avoir des triples guillemets qui va délimiter une zone de texte qui ne sera pas considérée par l'ordinateur. Donc, cette zone de texte-là est purement du texte pour un autre être humain, pour comprendre qu'est-ce que la fonction est supposée de faire, comment elle est supposée être utilisée. Fait qu'on a une première ligne puis en passant, ça c'est juste de la convention ici, là. Donc, le monde se sont entendus pour avoir cette forme-là dans les différents débuts de fonction pour que tout le monde sache puis que tout le monde sache à quoi s'attendre quand on représente des informations. Fait que on a une première section qui va être la description générale de la fonction. Donc, ça va habituellement dire qu'est-ce que la fonction est supposée de faire, c'est quoi l'algorithme qui est utilisé, c'est quoi le principe derrière l'utilisation de cette fonction-là. Ensuite, on a les différents arguments, les paramètres d'entrée. Donc ici, on a une liste des différents paramètres qui seront utilisés dans cette fonction-là. Fait qu'on a la liste. Pour chacun, on indique de quel type on s'attend à ce que ce paramètre-là soit. Donc, je m'attends à ce que le premier, ce soit un float. Puis je m'attends à ce que le deuxième, ce soit un bool. Puis après ça, pour chacun, on a une description de qu'est-ce que c'est supposé être, qu'est-ce que c'est supposé recevoir. Ensuite, puis en passant, si on n'a rien entre les parenthèses, on peut faire fi de cette section-là totalement. On a aussi la possibilité de faire le returns. Donc, le returns me dit, voici ce qui est retourné de la fonction, voici c'est quoi la réponse qu'il va avoir. Donc, on a encore une fois le type, suivi d'une description. Ici, le returns, on n'a pas besoin d'écrire de nom de quoi que ce soit, puisqu'on avait déterminé tantôt qu'une des limitations des fonctions, c'est qu'on peut juste retourner une information. Fait qu'elle n'a pas de nom précis, ça va juste être le retour. Puis finalement, on a un exemple de l'utilisation de la fonction, puis son retour de cet appel-là. Fait que des fois, il peut y avoir différents exemples. Mais le principe, c'est qu'on a ici ce qu'on appelle un invite de commande, qui est la partie de droite, là. Fait que si je l'utilise ici, qu'est-ce que ça donnerait? Fait que j'ai le nom de la fonction, qui est le même nom que le nom que j'ai écrit au-dessus, des différents paramètres. Puis ici, c'est complètement arbitraire, le choix de l'exemple. C'est un exemple. Puis après ça, on a le retour attendu. Puis après cette définition de fonction-là, on a les différentes instructions à l'intérieur. Fait que vous allez voir, quand je décris habituellement des exercices sur les fonctions, ça va prendre cette forme-là. Fait que si on va voir ici dans la section d'exercices, on peut voir, j'ai les différents en-têtes des fonctions qui existent, puis qui va vous dicter qu'est-ce que je m'attends comme fonction. Excellent. Fait que ça ici, c'était juste la partie de documentation des fonctions. Là, on va aller voir les règles qui régissent les différentes fonctions. Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand j'utilise des fonctions? Fait que le principe, ça va être le principe de contexte de durée de vie des variables. Donc, un élément qu'on n'a pas vu jusqu'à date, parce qu'on travaille avec les scripts, c'est que les variables ont une durée de vie limitée. Bon, le principe fondamental, je pense que vous pouvez comprendre, c'est, mettons, tu roules un premier script, tu mets une variable X à l'intérieur, tu fermes ton ordi, tu attends une semaine, tu rouvres ton ordi, puis tu essaies de faire print X, il ne saura pas c'est quoi X à ce point-là.
parce que tu l'as utilisé il y a une semaine passée dans un autre programme qui n'a pas rapport. Fait qu'on peut comprendre qu'à un certain point, x arrête de vivre. Okay? La valeur x puis la connaissance de x est perdue. Bien, on va voir que quand on utilise des fonctions, cette durée de vie-là est possiblement beaucoup plus courte qu'on pourrait le penser. Fait qu'on va se donner un petit exemple où on va faire ici. OK, on va avoir A et B. Puis juste ici, pour se donner une étape intermédiaire quelconque, on va dire C égale A fois B. Puis après ça, on va avoir le return C. Fait que si on essaye ça, OK, si on fait juste tester la fonction, donc j'essaie ici, je mets la valeur A, je mets 4, après ça je mets 2, ça les multiplie ensemble, ça me donne 8, puis je peux voir que j'ai pu garder ici mon test, qui faisait juste prendre deux valeurs, qui prenait l'information de ces deux valeurs-là, qui l'envoyait ici, puis qui après ça prenait l'information à l'intérieur. Voyons voir qu'est-ce qui arrive si j'essaye de voir c'est quoi le contenu de la valeur C. Donc ici, le principe, c'est que je vais chercher les valeurs. Je appelle multiplication. Multiplication va donc exécuter cette bout de code-là. À l'intérieur de cette boucle de code-là, je crée C, puis je lui assigne le résultat de A fois B. Puis quand je reviens ici, je demande c'est quoi C. Bon, déjà, on voit que ça sonne croche parce qu'il y a des petits squiggles rouges. Les petits squiggles rouges, habituellement, c'est mauvaise augure. On va l'essayer. 5, 3. Fait que je peux voir que il est capable de calculer, il trouve c'est quoi val, il est capable d'afficher val. Fait qu'on peut voir ici le 26, ok, le 15, tout ça, ça fonctionne. Mais on peut voir qu'à ma ligne 27, quand j'essaie de faire afficher le C, ça me dit non, 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 non. Le C en ce moment n'est pas défini. Fait que le principe ici, c'est que quand je déclare une variable à l'intérieur d'une fonction, cette variable-là est locale à la fonction. Donc, une autre manière de le dire, okay, qui est plus catchy, c'est de dire qu'une fonction, c'est un peu comme un chalet. Puis, ce qui se passe au chalet reste au chalet. C'est le même principe pour les variables. Donc, si je déclare une variable à l'intérieur, cette variable-là va seulement exister durant l'exécution de la dite fonction, puis va être délitée par la suite. Là, la question que vous auriez le droit de poser, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'afficher C? Bien, ici, c'est pour des principes qu'on appelle l'encapsulation. Puis le principe d'encapsulation est un principe fondamental quand je travaille en programmation. C'est que quand je vais utiliser une fonction, je peux seulement utiliser les mécanismes qui sont là pour transférer de l'information. C'est quoi les mécanismes qui sont là? On a vu les paramètres d'entrée pour envoyer de l'information, puis on a le retour pour ressortir de l'information. Tout ce qui se passe à l'intérieur doit rester inconnu. Pourquoi est-ce que ça doit rester inconnu? Parce que sinon, ça vient polluer notre environnement. Donc, en ce moment, le principe, c'est quand j'utilise le print, j'ai seulement besoin de savoir ce qui va dans les parenthèses. Si les variables étaient disponibles partout, ben là, il faudrait que je sache c'est quoi les différentes variables qui sont à l'intérieur de print. Parce que si j'aurais des variables du même nom, ça pourrait les modifier sans que je le sache. Puis là, ici, il faut comprendre que le print, c'est pas une fonction qui est très simple. Donc, le print, lui, va avoir d'autres fonctions à l'intérieur qui vont être appelées. Puis ces fonctions-là vont appeler d'autres fonctions. Puis ces fonctions-là vont appeler d'autres fonctions. Puis ces fonctions-là vont appeler d'autres fonctions. Fait que si ce n'était pas encapsulé correctement, il faudrait savoir toutes les différentes versions de ces fonctions-là, toutes les différentes variables, tous les noms qui viennent avec, puis être capable de ne pas piler sur ces œufs-là. Là. Fait que nous, on va être capable d'utiliser print, mettre quelque chose, puis que ça marche.
Fait que l'encapsulation nous permet de faire ça. Fait que ici, Maxime est un peu confus sur les mécanismes ici pour transférer de l'information, de ne pas être transformé. Donc, les deux mécanismes de transfert d'informations, c'est que je peux utiliser les paramètres d'entrée pour donner des informations à ma fonction, puis je peux utiliser le retour pour recevoir de l'information de ma fonction. C'est les deux seuls mécanismes pour transférer, pas transformer. Tu me diras si c'est plus clair ou si c'est moins clair. On va essayer d'autres explications. Excellent. Je vais attendre de voir si tu as une clarification. OK. Fait que ici, le principe, c'est que quand on travaille avec la fonction, les seules informations qui vont exister, c'est qu'est-ce que je suis capable d'envoyer en paramètre, puis ici, le retour. Qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est ça le principe d'encapsulation, c'est que quand j'exécute ma fonction, ça va faire la fonction, ça va créer ma petite valeur C, mais ça va la retourner, ça va renvoyer l'information. Mais une fois que je vais avoir terminé ma fonction, le C va être délité de la mémoire. Donc ça me permet d'utiliser les différentes fonctions sans savoir c'est quoi les différentes variables qui sont à l'intérieur. Parce que sinon, ça pourrait causer plein de problèmes. Donc, le principe ici, c'est la fin de la fonction, c'est effectivement au return. Alright. Fait que ça, c'est notre première, la première gotcha là, des fonctions, là, notre première affaire qu'il faut faire attention, le premier mécanisme inhérent qu'il faut comprendre quand on travaille avec les fonctions. Donc, le deuxième, ça va être le principe de passage par valeur. Donc, les passages par valeur, c'est le principe que quand j'envoie de l'information par les paramètres, ce que j'envoie, ça va être les valeurs. Ici, Charles demande, puis c'est bien correct, là. Je suis là pour répondre à vos questions. Donc, ici, ce serait quoi la solution pour afficher le C? Ben, ici, il n'y en a pas vraiment. Okay? Donc, le principe, c'est que le but, c'est d'avoir un retour. Là, ici, ça donne que c'est C, là, fait que je peux l'utiliser pareil. Mais admettons que j'utiliserais quelque chose où c'est qu'il y a plein de variables à l'intérieur, puis que ça fait beaucoup plus de calculs. Le principe, c'est que les variables, tu ne peux pas les sortir. La seule chose, c'est que tu peux ressortir une information qui est comme la réponse. Donc, il n'y a pas de manière de travailler avec C à l'extérieur de la fonction. Il n'y en a juste pas. OK. Fait que, deuxième problématique qui vient avec l'utilisation de fonctions, ça va être le principe de passage par valeur. Donc, on se donne un autre exemple. Fait qu'ici, je vais prendre A, je vais faire A plus 5, puis je vais faire afficher A. Donc ici, encore une fois, j'ai un print à l'intérieur de la fonction, mais c'est purement dans un contexte académique. Habituellement, il n'y aura pas de print, il n'y aura pas de input à l'intérieur d'une fonction. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire 10, puis je vais dire avant, je vais afficher A, je vais appeler notre petite fonction, puis on va dire après, puis on affiche A de nouveau. Fait que si on regarde ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai défini ma fonction,
cette fonction-là va prendre la valeur de A, va lui additionner 5, va l'assigner à A. Donc, j'incrémente la valeur de A par 5. Puis après ça, je l'affiche. Ça, c'est ma définition. C'est pas invoqué tout de suite. Fait que dans la partie de script, j'ai le print. Ça va créer une variable A. Je vais lui assigner 10. Je vais l'afficher une première fois, juste pour m'assurer que c'est bien 10. Je vais modifier A. Donc, il va arrêter le programme, qui va envoyer A ici, qui va modifier A, puis qui va afficher A. Puis après ça, on va voir c'est quoi le résultat de A après la dite fonction. Fait que là, ici, une question qui serait intéressante à se poser, c'est OK, je vois ici que j'ai un premier print. Ben, j'ai le premier print de début. J'ai un print qui va dire avant avec une valeur. J'appelle modifier. Modifier à l'intérieur va avoir un troisième print. Quand je termine modifier, j'arrive ici à mon print après. Puis après ça, j'ai un print de fin. Fait que là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va être affiché dans chacun des prints? Fait que, on se donne le temps d'une gorgée. Ici, il y a 3 prints, fait qu'il devrait avoir 3 affaires. Je reviens. Maintenant réfléchi, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, pourquoi est-ce que je présente cette situation-là? C'est parce que ça ne va pas nécessairement faire qu'est-ce qui serait logique à première vue. OK? Fait que faites-vous-en pas. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est juste que vous êtes une personne normale qui n'a pas fait de programmation encore, ce qui est ce que vous êtes supposé être. Donc, je roule ça. Je peux voir, j'ai le début, OK, j'assigne mon A à 10, je mets le avant. À ce point-là, A est à 10. Ça va bien. Je modifie le A. Fait que j'envoie ici cet élément-là. Je lui ajoute 5, fait que ça va faire 10 plus 5, ça me donne 15. Ça l'assigne A à 15. Ça l'affiche A, fait que je peux voir ici le 15 qui est là. Tout va bien jusqu'ici. Là, je sors de là, puis je continue normalement. Puis là, on a le après avec A. Mais là, après, ça a redonné 10. Fatigant, ça. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Donc, c'est là qu'on rentre dans notre deuxième règle, okay, qui est le passage par valeur. Donc, ça sonne cryptique, là, mais le nom définit vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le passage par valeur? Exactement. Le A, il est resté au chalet. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand j'appelle modifie A, ce que j'envoie, c'est pas directement A. Ce que j'envoie, c'est la valeur de A. Donc, le principe ici, c'est que quand j'écris un paramètre d'entrée, le programme, avant d'exécuter la fonction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer pour avoir le résultat de l'expression. Donc, c'est pas A qui envoie. C'est le 10 qu'il y avait dans A à ce moment-là. Fait qu'ici, quand je fais ça, le A qui est ici, OK? Puis le A qui est modifié, ce n'est pas le même A qui était dans mon script de départ. Donc, un élément important aussi à comprendre, c'est que avec le principe de durée de vie de variables, les variables qui existent dans des fonctions, les variables locales, qui incluent les paramètres d'entrée, c'est des variables qui sont dans le contexte de cette fonction-là. Donc, quand j'ai mon A de mon script, puis que j'ai mon A de ma fonction modifie A, ce n'est pas le même A. Okay? Donc, en fait, les variables,
C'est un peu comme un prénom. Mais si j'ai deux amis qui s'appellent John, c'est pas nécessairement la même personne parce que les deux ont le nom John. Il faut que je regarde aussi le nom de famille. Donc, il faut que je regarde dans quel contexte cette variable-là est utilisée. Donc ici, ça c'est le A de modifie A. Puis celui-là, c'est le A de mon script principal. Donc ici, j'ai fait exprès, j'ai été méchant. Puis on voulait comme juste envoyer, puis j'ai utilisé la même nom de variable, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Donc malheureusement, on est deux enseignants dans ma maison, puis on est les deux en train de donner un cours en même temps. C'est pour ça que vous entendez quelqu'un d'autre dans le background. On essaie de mitiger le plus possible, mais COVID, hashtag COVID life. Donc, avec ça, on peut voir que c'est... Il faut faire attention quand on utilise les fonctions, parce que ce qui est envoyé, c'est pas les variables, c'est les valeurs dans les dites variables. Fait que juste pour se pratiquer, on va regarder, ben vous allez pouvoir faire ici l'exercice 2. Donc, pour celui-là, le principe de l'exercice 2, c'est juste de dire, OK, quand je le roule, qu'est-ce que ça donne? Fait que le principe, c'est que vous faut pas écrire rien, là. Vous pourrez juste le rouler directement, puis l'essayer par vous-même. Excellent. OK, on va continuer. Donc, ça ici, c'est les deux concepts qui me permettent de travailler avec des fonctions, puis de savoir qu'est-ce qui va se passer. Avant-dernier sujet de la journée, ça va être le principe des variables globales. Donc, on a vu ici que je peux définir différents éléments. Puis, à partir de là, je peux commencer à les utiliser. Fait que, checkez bien ça. On va revenir à notre petite affaire de tantôt. On avait dit... mettons ici, j'ai A est égal à 5, B est égal à 10, puis je vais dire A est égal à multiplication de A et B. Puis après ça, je vais avoir le print de val. Bon, on avait vu tantôt que si j'écris ça, ça ne marchera pas. Donc, on revient ici à notre principe de durée de vie de variable. Je réutilise ma fonction de multiplication. Je vais être capable d'afficher le val, mais rendu à faire afficher le C, ça veut dire que c'est pas défini. Fait que pour dérouter ça, ce que je peux vous montrer, c'est de faire ça à la place. Ici. Juste un petit instant. Ici. En fait, je pense que j'ai... Ici, si j'exécute ça, hein, donc on a le même principe que tantôt, qui est, même si j'ai une variable C dans mon environnement de travail normal, on peut voir ici que lui n'est pas utilisé. OK? Parce que celui-là et celui-là, ça n'est pas la même variable. Ben, pour que ça soit la même variable, on est capable de changer ça. Fait ici, je peux utiliser le mot-clé global qui va me dire, OK, la variable C, crée-en pas une locale, prends la variable globale, puis utilise-la à l'intérieur. Puis à ce point-là, je peux voir que l'utilisation du C va maintenant être disponible. Là, ici,
Tantôt, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que ça se fait de sortir le C, puis j'avais répondu non, ok? Parce qu'en fait, cette pratique-là est interdite dans le cours. Ok? Donc, oui, il y a une manière, mais je vous la montre juste pour vous dire que d'utiliser le mot-clé global, c'est interdit dans le cours. Le principe, c'est que des variables globales, c'est un outil qui est parfois nécessaire en programmation, mais qui est un peu un attrape-nigo pour les débutants. Okay? Que je crois qu'on est capable de comprendre qu'on est quand même à un niveau néophyte là, en ce moment-là. On est au début de notre carrière de programmation. Fait que je prends un peu l'analogie de, tu sais, la première fois que tu apportes ton kid à la chasse, tu as un piège à ours avec toi. Okay? Piège à ours, outil très intéressant, ça peut être utile à certains moments, mais la première fois que tu vas à la chasse, tu ne donnes pas le piège à ours à ton kid. Fait que c'est un peu le même principe ici. Donc, ça existe, le mot-clé global, ça a ses utilités, mais quand on commence en programmation, tu ne veux pas l'utiliser parce que les genres de problèmes que tu devrais avoir devraient être réglés autrement. Donc, c'est une mauvaise pratique, ça va causer des gros problèmes si vous commencez à utiliser des variables globales. Donc, c'est purement et tout simplement interdit dans le cours. Okay. Bad. Pour le monde qui regarde juste la vidéo, là. Bad. Interdit. Non. OK. On fait pas ça. Parfait. Fait que, dernier élément de la journée, ça va être le principe de module. Donc, souvent, il va y avoir des fonctionnalités qui vont venir de d'autres programmes ou qui vont venir de d'autres éléments qu'on va pouvoir télécharger de l'externe. Parce qu'une fois que tu as le principe de fonction, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher les fonctions qui vont être faites par d'autres mondes. Ici, je vais reprendre. Ici, Nancy dit global peut seulement être utilisé à l'intérieur d'une fonction. Oui, c'est là que ça va faire une différence. Autrement, ça va. Le principe, c'est que le script est déjà l'environnement global par défaut. Donc, ça ne ferait rien de l'utiliser à l'extérieur de là. OK. Donc, dernier point de la journée. Principe de module. Donc, les modules, c'est en gros du code qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre ou toi-même, puis que tu veux être capable d'utiliser dans ton fichier courant. Donc, c'est là qu'on va être capable de commencer à travailler avec d'autres fichiers. Donc, ici, j'ai réouvert mon petit file, OK, mon petit onglet file, pour être capable de voir que depuis le début, on travaille dans le main.py. Puis, premièrement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je travaille avec des fonctions, je peux écrire toutes les différentes fonctions sans avoir à comme toutes les réappeler dans mon programme. Mais quand on va avoir des gros fichiers, on va vouloir séparer notre application dans différents modules. Parce que d'avoir un fichier de 800 lignes de code, ça devient rapidement difficile à naviguer, rapidement difficile à débugger, rapidement difficile à s'y retrouver. Fait que je me crée, mettons, un nouveau fichier. Encore une fois, il va falloir qu'il y ait l'extension .py. Fait que, mettons, je l'appelle utilitaire.py. Habituellement, ça va avoir un nom qui va faire référence à ce qu'on est en train de travailler. Effectivement, les modules, un synonyme dans d'autres langages de programmation, c'est des librairies. Donc, le principe de liste ou de fonction que d'autres mondes ont faites, puis qu'on peut réutiliser. Donc, en Python, ça s'appelle des modules. Fait que ici, je vais me faire une... OK. Fait que on va ici se faire une petite fonction. Encore une fois, le principe ici est complètement académique. OK? De faire une sommation de 3 valeurs, c'est pas très intéressant.
mais imaginez que ça calcule le taux d'imposition, que ça calcule un retour d'action, que ça calcule des affaires complexes. Fait que j'ai cette fonction-là dans ce module-là, dans ce fichier externe-là, puis je vais être capable de retourner dans mon fichier principal, puis être capable de l'utiliser. Fait que pour être capable de faire ça, au début de mon script, ok, donc il faut que ça se fasse au début du script, on va avoir une nouvelle commande qui est la commande d'importation. Fait que la commande d'importation va être capable d'importer un module qui va avoir le nom du fichier sans l'extension .py. Donc, quand c'est dans le même dossier, ça va bien aller. Puis, on va voir qu'on peut importer des modules qui viennent de l'extérieur, qui sont déjà installés avec l'installation sur Replit. Fait que, à partir de là, quand je veux réutiliser ça, il va falloir que je préfixe le nom de la fonction. Je ne peux pas seulement faire le nom de la fonction à l'intérieur, ça ne marchera pas. Donc, on peut voir ici que même si méga calcul, qui est le même texte, ça ne marchera pas directement. Une fois qu'on a importé le module, il faut faire le préfixe. Fait que, avec le préfixe, où je mets le préfixe avec un point, puis ensuite le nom de la fonction. Ouais, ça serait le fun d'avoir un print là-dedans. Parce que c'est une fonction qui retourne une information. Une fonction qui retourne une information tout seul, ça fait rien. Fait que, une fois qu'on exécute ça, on peut voir ici que ça va être le résultat de la fonction que j'ai créée. Fait que je suis capable maintenant de découper une application qui va avoir différentes fonctions dans des différents modules. Je vais pouvoir importer les 10 modules, puis les utiliser à l'intérieur de mon script. Je pourrais aussi l'utiliser à l'intérieur de mes autres fonctions, n'importe où dans ce fichier-là. Fait qu'une fois qu'on a ce principe-là de module, on va être capable d'utiliser des modules externes, donc des modules que nous, on n'a pas fait. Fait qu'un des modules qui est automatiquement inclus avec les distributions de Python, puis qui est disponible sur Replit, c'est le module math. Donc, le module math va nous donner des fonctions de mathématiques communes. Si on veut savoir lesquelles, là, il va falloir commencer à aller voir la documentation qui vient avec Python. Fait ici, on va aller voir. Je m'en vais voir la documentation de Python. Puis, je vais voir ici les différentes fonctions. Fait que je peux voir ici les différentes fonctions. Puis, à partir de là, je peux reconnaître le texte puis savoir comment utiliser les fonctions à partir de cette documentation-là. Fait que si je regarde ici, j'ai math point, parce que math, c'est le nom du module. Puis après ça, j'ai la fonction, donc le nom de la fonction. J'ai des parenthèses. Puis je peux voir ici que j'ai un nombre de paramètres. Fait que je peux voir ici que fapps, qui est pour le float absolu, prend un paramètre d'entrée. Si je regarde, mettons, comb, il va prendre 2 paramètres d'entrée. Puis là, pour savoir qu'est-ce que cette fonction-là fait, ben là, je peux lire la description. Fait que je peux voir ici que fabs me retourne, return. On se souvient, return, c'est la réponse à la fonction. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser par la suite? Ça me retourne la valeur absolue de x. Si je veux, mettons, le factoriel d'un nombre, si je veux le plancher, si je veux... Puis on peut voir ici, il y en a une couple. Si, mettons, ici, je m'en vais avec des fonctions d'angle, ben le sinus de tantôt travaille avec math. Fait que si je veux utiliser ça, je peux importer différentes librairies. Puis à partir de là, je pourrais faire un print de math.sim. Puis en passant, à l'intérieur de Replit, il y a la documentation qui est automatiquement inclue. On peut voir que quand j'ai marqué math.sim,
lui a été voir dans sa documentation, puis a été capable de me redonner les mêmes éléments. Ouais, c'est en radian, là. 4, c'est un peu gros. 0.12. Fait qu'on peut voir ici que mat. Le nom d'une fonction est capable de me trouver quelque chose d'intéressant. Fait que, à ce point-ci, je m'attends qu'on soit capable de lire des descriptions de fonctions, puis qu'on soit capable de les utiliser. Fait que si je vous donne un lien d'une librairie quelconque qui est inclus, vous devrez être capable de l'importer, aller regarder la documentation, puis à partir de la documentation, déterminer comment une fonction quelconque est capable de travailler. Donc, quels sont les paramètres d'entrée que cette fonction-là a besoin et quel sera le retour de la dite fonction. Fait que ça fait le tour des éléments qu'on devait voir aujourd'hui. On est maintenant capable de créer nos propres fonctions, comprendre comment envoyer des informations à cette fonction avec des paramètres d'entrée, comment recevoir des réponses des fonctions avec les retours. Puis on a vu les différents mécanismes qui utilisent les fonctions pour être capable de faire de l'encapsulation avec les durées de vie des variables et les passages par valeur. Fait que ça met fin à notre partie magistrale pour aujourd'hui. Le restant de la période va être utilisé pour travailler sur les différents exercices. Donc, encore une fois,